Et moi, et moi, et moi. Voilà une belle thématique aussi, hein. On a beaucoup parlé ce matin, et puis depuis le début de ce colloque 2023 du collectif, l'individu dans tout ça, l'impact sur la personne, la perte des repères, comment recréer du lien, retisser du lien en entreprise et dans la société, collectif, communauté, groupe. C'est vrai que l'entreprise n'a que ces mots à la bouche. Alors qu'on pense la femme, l'homme qui y appartiennent, faire société dans la société ou dans sa société. Est-ce que ça a encore du sens? On va en parler avec nos trois invités. Allier l'économique, le social et le sociétal, c'est l'ADN du groupe UP, un groupe qui promeut le modèle d'organisation de l'ESS et qui a basculé vers la COP. À sa tête, un dirigeant qui conjugue modèle économique et développement du capital humain, ou comment le moi-je de chacun contribue au nous tous ensemble. Youssef Achour est avec nous. Merci de l'accueillir et de l'applaudir. Merci Youssef d'être là. Je t'invite à t'installer à Jardin, comme on dit dans notre jargon. Un parcours multi-pays, multifonction, multigénérationnel et multiculturel l'a amené de la France aux États-Unis d'Amérique jusqu'à l'Afrique. Avocate de formation, c'est l'humain dont elle plaide la cause en pilotant cette importante business unit du groupe Adecco, Aurélie Feld. Merci Aurélie d'être avec nous. On vous applaudit également. Je vous invite à vous asseoir aux côtés de Youssef. Alors, vous y trompez pas, parce que s'il fait l'éloge de la gentillesse, et en a fait 4 livres, dont j'en ai certains, Oser la gentillesse en entreprise, que je vous conseille, Célébration du bonheur, c'est beau ça aussi. Mais justement, si il fait l'éloge de la gentillesse, il est tout sauf gentil. Et moi, je suis istréen d'origine, la région marseillaise. On dit, ah ben, gentil, bien brave. Hein, Najat, c'est comme ça qu'on dit, voilà. Il va chercher l'eau au village, comme on dit, voilà. Il est simplé, quoi. Voilà. Alors, il a créé une école de philosophie qui nous invite à nous réunir sur les bancs de la sagesse, du partage et de la gentillesse. Et c'est Emmanuel Jaffelin qui est avec nous. Merci Emmanuel d'être là. On va évoquer tous ces sujets, ce croisement entre, effectivement, le moi, le nous, le je, tu, nous, et sans jeu de mots évidemment. Et je vous invite à enlever vos badges, ça permettra à nos photographes et à ceux qui filment d'avoir d'encore plus belles images, n'est-ce pas, ouais, de vous tous. Youssef, on va parler de ce groupe que tu as beaucoup de plaisir à diriger. Les micros sont ouverts. C'est une ETI, c'est 60 ans d'existence et de résilience. Et puis c'est aussi la réussite d'un modèle français bien particulier. Oui, effectivement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Effectivement, je suis le président du groupe UP. Le groupe UP est plus connu pour le nom d'un produit qui s'appelle le chèque déjeuner. Donc, derrière le nom de chèque déjeuner, en fait, nous sommes un émetteur de titres restaurant à l'origine, et puis on s'est développé vers les titres de service. C'est vrai que nous sommes une ETI. Nous sommes une ETI aujourd'hui de 3500 personnes dans le monde, une ancienneté, une histoire qui a commencé il y a 60 ans. Nous sommes présents dans 23 pays aujourd'hui, même si notre cœur d'implantation et notre histoire a commencé en France. On s'est développé et on est présent dans 23 pays. Et la particularité, effectivement, c'est que le titre restaurant, ce qu'on ne sait pas toujours, est un produit qui a été créé en France par un décret en 1967 et qui s'est internationalisé. Et la plupart aujourd'hui des acteurs qui dominent ce marché sont des acteurs français qui ont développé ce modèle si particulier du titre restaurant avec toute la vocation derrière qu'il y a, c'est comment allier l'économique, le social, comment faire en sorte que le salarié qui travaille dans l'entreprise puisse disposer par la négociation salariale, par les accords avec les partenaires sociaux, de solutions pour pouvoir aller déjeuner à l'heure du midi. Une entreprise particulière dans un univers qu'on pourrait qualifier de classique, hein, Youssef? Oui, tout à fait. Nous sommes à l'intérieur de cet univers. Nous sommes une SCOP, c'est-à-dire une société coopérative et participative. Ça veut dire que l'entreprise est détenue par ses salariés. Et elle est détenue par ses salariés sur le principe classique d'une coopérative, une personne égale une voix. Et à l'intérieur de cela, au-delà d'une personne égale une voix, il y a tout un processus, tout un état d'esprit qui
accompagne ce principe, c'est-à-dire que la gouvernance est totalement démocratique, puisque les salariés de l'entreprise, à un moment, deviennent sociétaires. Donc on a une dualité entre le fait que l'on soit salarié et sociétaire, c'est-à-dire qu'après 1 an de présence dans l'entreprise, les salariés deviennent sociétaires et donc on voit au chapitre sur toutes les décisions que l'entreprise doit prendre, soit dans le cadre des assemblées générales, soit dans le cadre du processus démocratique d'élection de ses dirigeants. Ça, c'est intéressant, parce qu'on dit toujours que le salarié est aussi un citoyen. Là, les deux fusionnent. Il y a une espèce, j'allais dire, de citoyenneté, là. Oui, tout à fait. On est très attaché à la démocratie participative et à la citoyenneté d'entreprise, à savoir que la personne, quand elle rentre dans l'entreprise, elle est certes salariée et elle a un contrat de travail qui définit ses relations avec l'entreprise et avec des liens hiérarchiques. Mais en même temps, chez nous, la personne aussi, elle est invitée en tant que sociétaire, non pas en tant que salarié, mais être une partie prenante de la vie de l'entreprise, à participer pleinement aux décisions qui vont être prises, mais aussi à la manière dont on va établir nos relations à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'effectivement, cette citoyenneté d'entreprise est fondamentale pour nous, parce qu'elle constitue, et on y croit vraiment, elle constitue le socle d'une façon de concevoir la relation entre les gens, entre l'individu et le collectif dans une entreprise. Ça nous va bien, hein, et moi, et moi, et moi. Merci Youssef d'être là, et on va voir, pour reprendre la métaphore tout à l'heure de Laurence, en soulevant le capot, en regardant comment ça se passe et comment en plus vous ne restez pas figé mais vous évoluez, comment le groupe UP a bougé. Merci Youssef. On parle du lien, on parle des collaborateurs qui sont des citoyens d'entreprise avec vous. Le métier de LHH, c'est tout ce qui tourne autour de l'humain, Aurélie Feld. C'est le recrutement, c'est l'attractivité, c'est le management de transition et de transmission aussi. Replongeons-nous un peu dans LHH France pour ceux et celles qui ne vous connaîtraient peut-être pas. Bonjour à toutes et à tous. LHH France, pour certains d'entre vous, est probablement plus connu sous le nom d'Altedia, son nom historique. Il y a François qui est là, non, Monsieur Moreau je ne sais pas s'il est là. Il est là. Ah oui, il est là, voilà. Effectivement, que vous connaissez tous et qui était mon prédécesseur. Et aujourd'hui, LHH, ça fait effectivement depuis janvier du recrutement, puisqu'on a rassemblé les activités de recrutement spécialisées du groupe Adecco sous la marque LHH. Mais ça fait aussi, historiquement, beaucoup de transition de carrière et de restructuration, et aussi du leadership development et du conseil. Alors, ce qui nous intéresse, je parlais de votre parcours, Aurélie. Hein, vous avez sillonné le monde, il y a ce regard avec cette hauteur de vue. Dans ces phénomènes qu'on voit aujourd'hui, dans ces tendances, on en a parlé avec différents prismes ce matin, avec Serge qui nous parlait de la fierté d'appartenance à un groupe, le pourquoi je vais venir dans une entreprise, pourquoi je vais y rester aussi, Youssef y reviendra peut-être, et la gentillesse participe de cette création de lien. Qu'est-ce que vous voyez, et peut-être en réaction à ce titre, dans les tendances aujourd'hui? Alors, effectivement, ce titre, d'abord, il s'est un peu baladé dans tous les sens, puisque historiquement, et moi, c'était au début, donc c'était quelle réaction de l'individu face au bouleversement du monde. Et là, c'est devenu l'individu, et quelle réaction il provoque. Enfin, je sais pas, Ouais, c'est ça qui est intéressant. Mais concrètement, au-delà des bascules qu'on a évoquées déjà, géopolitiques, démographiques, et toutes sortes de bascules, il y a aussi des bascules au sein de l'entreprise. Avant le Covid, on avait observé par exemple un mouvement vers la transversalité, vers l'aplatissement de la hiérarchie. On parlait aussi beaucoup d'entreprises libérées. Et puis le Covid est arrivé, tout le monde a basculé, enfin tous ceux qui pouvaient ont basculé à distance, et d'un seul coup, pour plus de la moitié des salariés, des actifs, l'isolement et la distance sont devenus la norme. Et puis en post-Covid, on est maintenant dans le travail hybride. Pour certains, on a été jusqu'au tout distanciel. Et émerge aussi maintenant l'idée de compresser la semaine de travail. Et tout ça, ça produit des bouleversements immenses sur les collectifs de travail et aussi sur les individus. Sur les individus, parce que finalement, dans le fait de travailler, il y a aussi le fait de rentrer en lien, de passer du temps avec des gens dans un collectif de travail. Et pour beaucoup de gens, il y a en France quand même à peu près entre 20 et 25% selon les classes d'âge de gens qui vivent seuls, ou en tout cas seuls sans autres adultes dans leur foyer. Pour beaucoup de gens, finalement, le lieu de travail, c'est le premier lieu de socialisation. Et donc,
le distanciel, peut-être que c'est bien, peut-être que pour certains ça permet une meilleure organisation du travail, peut-être que le full remote c'est adapté à quelques personnes, mais pour une grande partie des gens c'est aussi un vrai risque de désocialisation, un vrai risque d'isolement. Et la conviction que je porte, c'est que pour pouvoir faire face à toutes ces bascules, l'entreprise elle a besoin d'avoir un collectif de travail qui soit fort et qui soit aussi inclusif et qui inclut non seulement tous ceux qui sont peut-être un peu seuls et un peu isolés dans son sein, mais qu'elle aille aussi chercher tous ceux qui pour l'instant n'ont pas la chance de faire partie de la grande famille des salariés ou des gens qui sont en tout cas en situation d'emploi, parce que, mais je suis sûre que Youssef sera d'accord avec moi sur ce point, c'est par l'intelligence collective qu'on va régler tous ces problèmes, tous ces sujets qui sont liés aux bascules. Voilà, et on va voir comment justement on retrouve un certain équilibre dans cette agilité nécessaire. Merci à vous Aurélie d'être là. Merci Emmanuel de nous avoir rejoints. Dans l'entreprise, Serge Strigano y faisait référence tout à l'heure, il y a cette fierté d'appartenance, il y a ce dévouement au leader, cette dévotion aussi. Ça passe par des relations saines, apaisées, et puis la gentillesse est là aussi. On n'en parle pas beaucoup. Vous avez été le premier, je crois, philosophe à parler de la gentillesse et à aborder le sujet. Hein. Bien vu, elle était dans un angle mort de la philosophie. Tous les philosophes s'en foutaient. Et quand un jour, un de mes étudiants m'a dit « Tu devrais écrire sur la gentillesse » parce qu'était sortie la journée de la gentillesse en 2009, c'était Psychologie Magazine qui avait lancé ça. C'était quelque chose d'universel. Les Américains c'est un Japonais qui a inventé ça l'année de ma naissance, que je ne vais pas vous dire parce que ça fait presque un siècle. Et les Américains l'ont repris. Tous les Anglo-Saxons faisaient World Day of Kindness, 13 novembre. Il y a même un type qui n'est pas ici, mais il a une de ses anciennes ministres qui est ici, qui, pour être élu, a brandi mon livre, qui était le petit éloge de la gentillesse. Il a été élu. Ensuite, il y a eu l'attentat le 13 novembre 2015 au Bataclan, sans mort, et il a fermé la journée de la gentillesse. Donc, non, je voulais dire que je suis honoré d'être ici parce que j'adore l'entreprise. Je suis très con. Je dis à tous mes élèves, soyez entrepreneurs, ne soyez pas salariés. Et j'explique que dans l'Antiquité, ceux qui bossaient, c'était des esclaves. Au Moyen-Âge, c'était des serfs. Aujourd'hui, c'est des salariés. Donc, soyez entrepreneurs. Et je dis que la vie, c'est une entreprise. D'ailleurs, l'amour, c'est une entreprise. J'ai fait 2 faillites en amour, donc je connais par cœur. On peut revenir avec vous, Emmanuel, sur peut-être l'étymologie du mot gentillesse, parce que ça éclaire. Ça va être long. Ça vient du latin gentilis, qui désigne les 100 familles qui fondèrent Rome. Et puis le terme se galvaude, il désigne à bout d'un moment aussi bien le maître que l'esclave. Et puis il y a une secte religieuse qui apparaît, qui vient du judaïsme. Et les juifs ont un mot pour désigner celui qui n'est pas juif, c'est le mot goy. Et les chrétiens veulent un mot pour désigner ceux qui ne sont pas chrétiens. Et donc ils vont faire une OPA. En fait, c'est les juifs d'abord qui le prennent pour traduire goy, mais c'est les chrétiens qui vont faire une OPA dessus pour prendre le terme gentilis pour désigner ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est pour ça qu'on appellera longtemps après sa mort Saint Paul l'apôtre des gentils, parce que le mec se convertit au christianisme, fait 2 fois le bassin méditerranéen pour convertir les païens en chrétiens. Donc quand vous êtes gentil, vous êtes con, mais vous êtes convertible. C'est ce que je voulais dire, il n'y a pas de gros mots. Voilà, c'est le préfixe con, oui. de converti. Pourquoi la gentillesse Il pose plein de questions, il est plus chiant que moi. Hein. Ah mais oui, non, mais vous êtes là pour y répondre aussi, hein, oui. Emmanuel. C'est pour ça que vous êtes venu. Pourquoi la gentillesse en entreprise ? C'est une bonne question. Alors, comme le titre de notre invitation, c'est « Et moi, et moi, et moi », moi, je ne crois pas au « moi ». Alors pourquoi ? Je ne suis pas là en fait. Le « je » n'existe pas, c'est une invention linguistique. Il y a des tas de langues qui n'utilisent pas le pronom personnel « je ». Moi j'ai vécu chez des Indiens au Panama, au Kuna, chez les Tupi-Guarani au Brésil, et donc je vois bien que le pronom personnel « je », ils s'en foutent, il n'existe pas en tant que « je ». Donc je ne suis pas là, et vous non plus, vous n'êtes pas là comme je. On est là dans des liens sociaux. Et être gentil, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande. En fait, j'ai fait cours sur l'histoire de la gentillesse, parce que premièrement, donc, ça veut dire noble. Deuxièmement, chez les chrétiens, ça veut dire presque ignoble, c'est-à-dire païen, mec à convertir, etc., etc. Et puis les nobles au Moyen-Âge vont vouloir se faire reconnaître à travers un mot. Et ils vont inventer le mot gentilhomme, qui s'écrit en 2 mots, G-E-N-T-I-L-Z, plus loin, H-O-M. Et puis à la Renaissance, Guillaume Budet le fondera en un seul mot. Ça n'existera que pour les mâles. Les femelles resteront des gentes dames. C'est pas mal, hein ?
Il y a les damoiseaux aussi, hein. Oui, il y a les damoiseaux, mais ça, c'est les très jeunes, c'est les puceaux. Donc, la gentillesse, elle a ces 3 cycles historiques d'un point de vue lexical. D'abord, c'est le noble, ensuite, c'est l'ignoble, et ensuite, ça redevient le noble dans une aristocratie qui décline avec la Révolution française. J'explique à mes élèves, contrairement à ce qu'ont dit les instits, que la pire chose qui soit arrivée en France, c'est la Révolution française. Non pas parce qu'on a guillotiné le roi et la reine, mais parce qu'on déteste le serf. SERF, le serviteur. Et je le vois dans les cafés plusieurs fois, même pour venir ici. Je vais à la gare de Lyon, je commande un café, mon train se présente sur le panneau, et le garçon n'est toujours pas là. Je le hèle, je lui dis mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit je n'ai pas que ça à foutre. Donc on voit bien que c'est très difficile en France de servir, et moi qui suis un peu diplomate, d'ailleurs je repars dans pas longtemps, je dis à tous ceux qui voudraient m'inviter, grouillez-vous. J'ai un train à prendre. Le pronom personnel je qu'évoque Emmanuel et Youssef, on voit que chez Up, dans le groupe, c'est plutôt la première personne du pluriel, hein, c'est nous. Et à ton instigation, vous avez décidé de faire bouger les lignes. J'allais dire pas d'autosatisfaction. On a un modèle qui fonctionne, qui est vertueux, et on va aller plus loin. Oui, en fait, d'abord, le nous, il fait partie de notre histoire, et à l'intérieur du nous, bien évidemment, on essaye de faire en sorte que le jeu soit pris en compte, mais dans le cadre de l'intérêt général, dans le cadre de l'intérêt collectif. Mais pour revenir sur le point que tu évoques, quand j'ai pris la présidence du groupe en 2019, je suis présent dans le groupe depuis 25 ans. Hein, et les caractéristiques aussi de notre entreprise, c'est un très faible turnover et beaucoup d'ancienneté, beaucoup de fidélité et de loyauté à l'entreprise. Et donc, quand j'ai pris l'entreprise en 2019, ça répondait en fait à une situation très particulière. C'était qu'on vivait 2 choses qu'on n'avait jamais connues jusqu'alors, quasiment 5 ans de croissance tranquille, autour du titre restaurant, autour du titre de expansion service. Internationale. Expansion internationale, tout allait bien. Et puis on est arrivé, je dirais, les 10 dernières années nous ont amené à peut-être un petit peu sortir de nos bases un peu trop vite, sur la diversification, sur l'accompagnement de la transformation, peut-être avec un peu trop de confiance. Je veux dire, le chèque déjeuner est devenu aujourd'hui un support dématérialisé. Et donc la transformation digitale et tout ce que ça suppose en termes d'adaptation dans l'entreprise. C'est moins palpable, en fait. Ça a vraiment, effectivement, bousculé l'entreprise. Donc l'entreprise qui voyait l'avenir en rose, soudain a commencé à voir l'avenir avec beaucoup d'inquiétude. Et puis le troisième élément, c'est ce que j'ai dit sur une sorte de crise de croissance. Quand vous commencez à vous développer, tant que vous vous développez en Italie, en Espagne, en Allemagne, vous restez proche de bases solides. Dès que vous allez en Turquie, au Mexique, au Brésil, en Colombie, etc., soudain, effectivement, l'entreprise se confronte progressivement à des problématiques qu'elle n'avait jamais imaginées. Des cultures différentes. Des cultures d'entreprises différentes, des filiales qu'on rachète qui sont éloignées, je dirais, de la culture d'entreprise et du projet d'entreprise sur lequel on a construit l'histoire de ces 50 ans. Donc, à ce moment-là, effectivement, il y a une forme de bascule. On est confronté, effectivement, entre crise de croissance, transformation, inquiétude sur l'avenir. La bascule, elle est en plus accélérée parce que ça tombe exactement au moment où il y a le Covid. Il y a plusieurs éléments, plusieurs facteurs qui t'ont invité à faire bouger les lignes et à ce shift, cette bascule vers la COP. Il y a la loi Pacte aussi, 2019. C'est ça. Voilà, il y a tout un ensemble de choses qui font réfléchir en disant on va faire bouger un peu les lignes. C'est ça, en 2019, il y a la loi Pacte. Et face aux problématiques, quand je prends la présidence du groupe, je me dis, effectivement, il faut faire bouger les lignes, mais il ne faut pas perdre son âme. Donc il faut qu'on arrive à construire une remobilisation interne, c'est-à-dire redonner confiance aux équipes, redonner de la vision et de l'espoir dans l'avenir, et ne pas dire effectivement cette histoire d'une coopérative tellement particulière. Parce que finalement, nos concurrents, c'est qui? Nous, on est un petit, avec comme concurrents Edenred, Sodexo et les banques populaires. Dans le monde, on se bat avec eux. 3 grands groupes français, une petite ETI française. Et donc, il faut qu'on garde cette dynamique. Il faut qu'on arrive à garder cette différenciation, cette distinction qui nous marque. Et donc, l'idée, à ce moment-là, c'est de dire qu'on doit à tout prix, en interne, revaloriser encore plus fortement le fait qu'on ait une coopérative, qu'on ait une SCOP. Il faut que les équipes en interne soient fières de cela. Et en même temps, il faut qu'en externe, on arrive à mieux vendre notre particularité, notre spécificité pour maintenir cette différenciation. Le status quo, à ce moment-là, ne suffit pas. Les questions et les enjeux sur lesquels nous attendent nos clients,
on a quand même près de 100 000 entreprises clientes, ne sont pas simplement « ouais, vous êtes sympa, vous êtes une SCOP, c'est vachement bien, etc. En interne, vous partagez la valeur, vous avez une gouvernance démocratique, le dialogue social, il est fondamental, les gens, on attache plus d'importance au collectif qu'à l'individu. Tout ça, c'est vachement bien. Mais pour nous, finalement, et par rapport aux attentes de la société, c'est quoi la réponse que vous fournissez, vous, une SCOP? Oui, quel est le sens que vous donnez? Quelle est votre mission? Et notre mission, à ce moment-là, c'est effectivement de dire allons plus loin, transformons-nous, adaptons-nous à la société, ne restons pas figés sur nos certitudes et sur notre quant à soi, et engageons-nous vers le projet que nous propose la loi Pacte 2019. Donc saisissons cette opportunité pour finalement engager un nouveau rebondir et engager quelque chose au lieu de effectivement subir ce basculement de la société. Faisons en sorte d'en être un acteur. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que la loi Pacte 2019, finalement, quelque part, le projet d'entreprise à mission, on l'est déjà. Naturellement, on l'est déjà. On est une entreprise qui a une gouvernance démocratique, on est une entreprise qui partage à la valeur. 45% des résultats sont répartis à égalité par l'ensemble des salariés de l'entreprise, que ce soit le président, le technicien de maintenance ou l'assistante marketing. Et on pratique le dialogue social de manière très importante. Une grande place est accordée aux partenaires sociaux et 83% du collège cadre a voté en 2023 dans le cadre des élections interprofessionnelles et 69% du collège employé. C'est des taux de participation à des élections professionnelles qui sont considérables. Ouais, on voit l'engagement et on voit que vous cochez toutes les cases. On va revenir sur comment ça se... Oui, juste pour finir, parce qu'il nous manquait 2 éléments fondamentaux. Ouais. C'est comment on se met en avant par rapport à notre contribution à la société. Quel est notre impact dans la société? Comment finalement on accompagne les populations et les parties prenantes qui sont tout autour de nous. Donc, quelle est notre contribution au territoire, au local, et pas simplement qu'au social? Et le deuxième point, c'était quelle est notre contribution aussi aux grandes questions environnementales, à la question de la transition écologique. Ces 2 points-là, dans la coopérative, ce n'étaient pas forcément les éléments fondamentaux. Par contre, quand on s'inscrit dans le projet d'entreprise à mission, ces 2 éléments-là sont tout aussi importants. Donc, finalement, on est capable d'épouser les 5 sujets qui, à notre sens, étaient fondamentaux pour pouvoir prétendre à la qualité d'entreprise à mission sans renier notre statut coopératif. Ouais, on va voir avec toi, justement, avec ces 5 objectifs de la mission, comment vous les mettez en œuvre et comment vous créez cette dynamique. On voit cette évolution, on voit la bascule dont parlait Youssef, avec le poste d'observation que vous avez, Aurélie Feld, avec vos équipes chez LHH France. J'ai envie de dire, que vous disent les entreprises que vous accompagnez en termes d'organisation du travail, en termes de transformation. Alors, on en parlait avec Muriel Pénicaud, on en parlait aussi avec Najat Vallaud-Belkacem, la jeunesse et toutes ces questions d'attractivité. Alors, je pense que dans les bascules que je n'ai pas évoquées tout à l'heure, il y en a une qui est assez conjoncturelle, mais quand même importante, qui est que on est en ce moment, même si on va probablement en sortir prochainement, dans un marché de candidats. Et le chômage a beaucoup baissé. Le rapport de force a complètement basculé dans l'autre sens. Hein. Oui, on est dans un marché de candidats et ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé. Et donc, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des pénuries de compétences. Ça veut dire que pour aller recruter sur certains postes, il va falloir aller chercher à des endroits différents de ceux dans lesquels on va traditionnellement les recruter. Et donc ça veut dire que c'est une vraie opportunité de s'ouvrir à la diversité, d'aller recruter autrement, d'aller chercher des gens et les accompagner, des gens auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé, peut-être de revoir un petit peu aussi ces critères de diplôme, qui est quand même un mal très très français. Et pour moi, la question, c'est comment est-ce qu'on inscrit ce mouvement dans la durée et comment est-ce qu'au moment où, conjoncturellement, ça sera moins un marché de candidats, on ne recule pas sur ces dimensions de diversité et d'inclusion sur lesquelles on a été un peu contraint et forcé d'avancer. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a le sujet de l'organisation du travail qui est quand même un sujet extrêmement important et extrêmement prégnant. On n'est pas encore complètement arrivé à l'optimum du travail hybride. On a énormément de clients, il y a énormément d'entreprises qui ont signé des accords de télétravail. Il y en a quelques-unes qui commencent à s'engager aussi sur la semaine compressée, peut-être d'abord par des expérimentations. Mais, semaine compressée, week-end étendu, hein, quand on le regarde en creux. Week-end étendu, ou en tout cas, oui, ça veut dire que... qu'on a un week-end de 3 jours. Hein. Non, pas nécessairement. Ah, intéressant. La semaine compressée, c'est simplement l'idée de se dire qu'on va accomplir
les mêmes objectifs, on va réussir les mêmes objectifs sur un plus petit nombre de jours, mais c'est pas forcément 4 jours, ça peut être 4 jours et demi, c'est pas forcément le lundi ou le vendredi qui saute, ça peut être le mardi ou le mercredi. Oui, mais si là, ça vous arrange. on a l'histoire de la porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle, parce que si on n'arrive pas à tout faire dans les 4 jours, comment on va faire alors? Si on n'arrive pas à tout on faire emporte en le les boulot 4 à la jours, maison d'abord, ma conviction profonde, c'est que la semaine compressée, ça doit être sur la base du volontariat. Ça doit pas être appliqué sans distinction à l'ensemble des collaborateurs. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui auront envie de continuer à travailler sur 5 jours. Il y en a d'autres pour qui travailler sur 4 jours et demi et sur 4 jours, c'est possible. Je trouve qu'il y a un truc intéressant dans la semaine compressée, c'est que ça touche des populations d'actifs différentes du télétravail, puisqu'on peut envisager de compresser, par exemple, le travail en usine, à condition de résoudre des questions de santé et de sécurité au travail, mais c'est possible, alors qu'évidemment, un job en usine n'est pas télétravaillable. On peut aussi, pour des commerces de proximité, pour le commerce en général, envisager aussi de travailler sur des semaines compressées, alors qu'évidemment, ces jobs ne sont pas télétravaillables non plus. Alors, c'est vrai que le champ des possibles est intéressant à faire, à suivre. Point important aussi qui vous tient à cœur, on parlait des jeunes, on parlait de ce marché qui est passé de la sélection à la séduction. Ils n'ont pas, ou les générations, même pas forcément nouvelles générations, n'ont pas forcément le même rapport au travail. Et il y a cette notion de relation transactionnelle. Ça, c'est intéressant. Ouais, en fait, effectivement, j'ai l'impression, mais vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, qu'on assiste à une transactionnalisation du rapport de travail. Mais du point de vue des salariés. Ce que je veux dire, c'est que l'entreprise, elle a déjà transactionnalisé la relation de travail, puisqu'elle recrute quand elle a besoin, éventuellement elle décrute quand elle n'a plus besoin. Mais il y avait toujours, dans l'inconscient collectif, cette espèce de fidélité à l'entreprise. De loyauté presque, hein. La loyauté, je ne pense pas qu'elle ait nécessairement changé, l'engagement non plus, mais ils s'inscrivent différemment. Mais avant, on inscrivait l'engagement sur toute une vie d'actif, la loyauté aussi, on l'inscrivait dans une très très longue durée. Aujourd'hui, effectivement, si la proposition de valeur que propose l'entreprise nous va, on reste, on s'inscrit, on s'engage, éventuellement on évolue, et si ça ne nous va pas, on va voir ailleurs. Et je pense qu'au début, ça a dû faire un peu tout drôle à l'entreprise. Mais finalement, c'est aussi l'opportunité de repenser ce qu'on propose à ses collaborateurs, de repenser la relation qu'on a avec eux, de chercher des nouveaux leviers pour les engager dans la durée. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à réenchanter, je ne suis pas sûre que ce soit complètement la mission de l'entreprise, mais en tout cas, arriver à trouver des leviers pour donner envie. Et ça, c'est plutôt chouette. Ouais, c'est plutôt chouette et excitant. Merci beaucoup Aurélie. Je reviens vers vous Emmanuel. Oser la gentillesse en entreprise, alors a priori, deux personnes éloignées, hein, l'entrepreneur, le salarié et puis le philosophe, un peu comme on dit, tête dans les nuages et l'autre pied sur terre. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça fonctionne, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne bien. Il faut déjà distinguer gentil et gentillet. Le gentillet, c'est le mief, c'est le niais. Le gentil, c'est simplement celui qui rend service à celui qui vous le demande et qui casse la verticalité qui régnait dans l'entreprise. Et mettre un peu d'horizontalité, je pense que ça peut rendre l'entreprise plus performante. C'est ça quand même l'idée du livre. Et l'autre idée, c'est que je pense que la politique est morte. Je pense qu'Alain dira son mot là-dessus. Et que c'est à l'entreprise que revient le pouvoir. C'est-à-dire c'est l'économie qui domine aujourd'hui. Je me rappelle de François Hollande qui avait dit quand il avait élu, je vais faire telle ou telle réforme, mais j'attends de savoir si la croissance va repartir. Enfin, il l'avait dit dans d'autres termes, mais je pense que vous êtes les nouveaux hommes politiques. C'est de la richesse que vous produisez que notre société va s'enrichir et se coordonner, sinon partir en quenouille. Mais ça veut dire que dans l'entreprise, mieux vaut prôner, et c'est ce que vous faites, la coopération que la concurrence et la rivalité. Hein. Ah oui, je mets à mal ce que je vous ai dit de la verticalité. Je pense, je fais des chapitres, j'explique que le manager, puisque le mot est anglais alors qu'il vient du français, à l'origine, le mot manager, il vient de celui qui, en équitation dans un manège, apprend un cheval à lui obéir. Et forcément pas avec, comment ça s'appelle oui, la cravache. La cravache, voilà, je cherchais le terme, merci. Vous êtes une cavalière, je l'avais deviné. Bravo. Et je pense que
Le chef d'entreprise est un gentilhomme, c'est-à-dire qu'il a compris sa mission, comme autrefois au Moyen-Âge, dans les châteaux forts. Hein, il baissait la porte, il faisait rentrer tout le village et il la protégeait contre les ennemis qui arrivaient. Je pense que l'entrepreneur doit avoir conscience de cette vision sociale, sociétale ou sociopolitique. La thèse du livre, c'est de dire que si on crée une bonne atmosphère dans l'entreprise, ceux qui sortent, au lieu d'avoir une boule au ventre et être burn-out, brown-out ou burn-out, ils vont semer cette atmosphère intérieure qu'ils ont incluse au sein de la vie d'entreprise à l'extérieur, dans la famille, dans le café où ils vont, et le club de sport, etc. Cette gentillesse, on a vu tout à l'heure, on en parlait avec Serge Strigano, service et versus servilité. Philippe Bloch, avec son bouquin « Me dites plus jamais bon courage », on développe cette gentillesse et on va même plus loin, c'est même jusqu'à l'altruisme, Emmanuel. Alors, si on a compris que le je n'existait pas, l'autre n'est pas un autre moi-même, justement. Il est l'altérité pure. Et je fais une petite typologie dans le livre, parce que je suis philosophe, donc je suis chiant. Je distingue 3 formes d'empathie. Le respect, que j'appelle l'empathie froide, c'est par exemple la place de parking qui est laissée dans un supermarché pour qu'un handicapé s'y mette. Et je balance dans mes conférences un extrait d'une vidéo qui a été faite au Québec. On voit le mec qui arrive avec sa femme et qui pique la place d'handicapé. Sa femme lui fait la morale, mais elle sort quand même, et lui fait mine de boiter en sortant. Et en même temps, il y a un handicapé qui arrive avec une grosse voiture, parce qu'au Canada, il y a de la neige, et il galère pour trouver une place. Il en trouve une tout au bout. Donc il sort son chariot tout seul, il se fout dedans, il marche, puis il y a une voiture qui recule et qui l'écrase. Moralité de l'histoire, ça c'est le respect, c'est une empathie froide. Il faut respecter les consignes qu'on a vis-à-vis des handicapés. Et puis une deuxième forme d'empathie que j'appelle la sollicitude, qui est moi comme père de famille, c'est-à-dire l'affection que vous portez à vos enfants et qui n'est pas réciproque, qui fait que vous leur rendez service, vous leur donnez du fric, vous leur donnez des consignes. Surtout au temps de l'enfant roi, hein, je ferme le parenthèse. Oui. Là, je pourrais en parler pendant des siècles. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Apologie de la punition » qui a été banni, sauf quelques médias un peu pointus. Mais j'étais pour la gifle et la fessée, vous imaginez. Il y a eu quelques changements depuis. Et donc je reviens sur ma typologie. Donc le respect, empathie froide, la sollicitude, empathie brûlante. C'est Amélie Poulain qui, à Montmartre, descend, observe un aveugle, elle l'embroche par le bras alors qu'il n'a rien demandé, il veut traverser tout seul avec sa canne. C'est pas une cravache cette fois, c'est une canne. Et elle lui montre le boucher, elle lui montre le boulanger, le pâtissier, elle le remonte au métro, elle le largue. Ça, c'est j'ai dit la sollicitude. C'est quand on veut le bien des gens malgré eux. Et moi, j'étais sur un plateau télé en train de vendre la gentillesse, et je ressors, je prends le métro au Halles, et je vois un aveugle, et comme un con, je lui embrasse le bras, et il me faut un coup de coude dans le bide, l'air de dire l'île j'ai pas besoin de toi. Ah ouais, non, mais évidemment, il a plutôt dit ça. Et la dernière forme d'empathie, c'est la gentillesse, qui est une empathie tiède. Je suis très aristotélicien, vous savez, il distingue le courage, la témérité et la lâcheté. J'ai piqué la thèse Aristote et je l'ai plaquée sur l'empathie. Et donc, la gentillesse, c'est le fait de rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Donc, si vous ne le demande pas, comme l'aveugle, n'emmerdez pas. Et donc, c'est une vertu dans laquelle, quand on la pratique, alors je vais plus loin, mais je ne suis pas dans ce cas, malheureusement, il y a peut-être certains d'entre vous, c'est qu'on prend du plaisir à rendre service. Et si on prend beaucoup de plaisir à rendre service, on va devenir totalement altruiste. C'était pour répondre à ta question on devient un mystique, on devient un saint. Et le saint, c'est celui qui donne tout. Et alors ça, je définis, celui qui donne, c'est celui qui possède. Celui qui prend, celui qui est un prédateur, c'est celui qui est en manque psychologique surtout. Et c'est un peu dans la culture de l'entreprise qu'on vantait autrefois. C'était le modèle américain, hein, une sorte de prédateur, c'est le chef d'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai chef d'entreprise, c'est celui qui donne, qui a compris qu'il est là pour donner et qui récupérera dans la bonne atmosphère et la sociabilité ce qu'il a semé par ses initiatives. Voilà la morale. C'est le servant leadership alors, le modèle ? C'est le servant leadership, le modèle ? On peut dire ça, ouais. If you speak French. Alors, mais ça, c'est d'avoir passé trop de temps aux États-Unis, il y a les anglicismes qui ressortent. Question, ça veut dire se comporter noblement, Emmanuel ? L'anoblissement de l'âme, c'est justement l'effacement du moi et de l'émoi. Enfin, les émotions qu'on a sont positives, mais je pense tout à fait ça, que quand on se met à donner, on se libère de soi et de cette idéologie du moi qui est vraiment pesante dans l'entreprise. Hein. Celui qui est un capitaine d'industrie, au départ, enfin je ne veux pas donner de nom, mais il y en a des très connus. Il y en a même un qui était le patron de France Télécom et qui, quand on lui a dit au bout du 18e suicide, c'est grave, il a dit c'est un détail.
Bah, c'était pas le mot détail. Non, il avait dit cette mode, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est une mode. Et résultat, il a perdu son poste. Je salue Kathleen, elle se reconnaîtra. Elle a fait le chemin de Compostelle. Ça parle aussi, la notion de pèlerin, Emmanuel? Ah oui, beaucoup. Oui, je suis un mystique, ça se voit pas, mais effectivement, je pense que quand on donne, on s'allège, on maigrit du mois, et faire le chemin vers Compostelle, c'est l'occasion de rencontrer autrui, et pas autrui comme un alter ego, mais autrui justement comme la différence. Aimer la différence, je pense que dans le monde actuel, c'est quand même très positif et difficile, vu notre autoconcentration sur l'ego. Le tout à l'ego, comme dit c'est un syntaxe qu'un sociologue italien a inventé. Le tout à l'ego. Il faut en sortir par la gentillesse. Le tout à l'ego, ça on va le ressortir. C'est l'italien que vous applaudissez. Hein. Et puis vous aussi, Emmanuel. Youssef, réaction par rapport à ce que vient de dire Emmanuel sur quelque part développer plus que soi-même. Voilà, on a vu ces 5 objectifs. C'est miser sur la contribution, j'allais dire positive de chacun. Et puis, pour laisser après la place aux questions, miser sur le temps long aussi, ça c'est important. C'est Jean-Dominique Senard qui en parlait en ouvrant nos échanges hier matin. Oui, d'abord sur le rôle du chef d'entreprise aujourd'hui, je pense qu'au travers de tout ce que tu dis, je crois qu'il y a effectivement aujourd'hui une transformation aussi, un basculement du rapport que le chef d'entreprise doit avoir à la société qu'il dirige, mais aussi à la société dans laquelle il vit et pour laquelle il fait des propositions de services au travers de ses produits ou de ses solutions. Et le deuxième aspect, c'est effectivement, il doit de plus en plus, malgré la dictature du court terme, qui nous impose à tous en termes économiques à créer des richesses rapidement et à faire en sorte d'être performant, efficace, rentable, inscrire malgré tout une page de son projet au temps long, parce que malgré tout, une entreprise, ça ne fonctionne pas que sur des objectifs de court terme. Ça doit faire des propositions, ça doit avoir une vision, ça doit pouvoir s'inscrire dans les évolutions de la société. Et je crois que c'est quelque chose aujourd'hui qui est vital pour un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, en tout cas, tel qu'on l'a conçu quand j'ai proposé de passer de scope à mission, c'était aussi expliquer que de plus en plus notre entreprise, au-delà, encore une fois, de son quant à soi naturel, interne à la coopérative, devait proposer à la société dans laquelle nous vivons et qui aujourd'hui nous alimente, devait proposer une entreprise rentable, efficace. Ça, c'est la course à l'EBITDA, mais aussi une entreprise effectivement qui a une deuxième jambe, c'est celle du RSE, de la RSE. Alors derrière, après, on peut tout dire sur la RSE, mais à un moment, il faut bien effectivement proposer quelque chose. Et l'idée, c'était de dire effectivement, on a des objectifs à atteindre pour avoir une contribution positive à la société et pouvoir faire en sorte que cette contribution s'inscrive dans le temps long. L'EBITDA, c'est le court terme, la RSE, c'est le moyen-long terme. Et je crois qu'on a construit notre projet d'entreprise à mission autour de ça pour permettre effectivement, de mobiliser les équipes en interne et d'avoir une promesse, de pouvoir proposer à l'ensemble de nos parties prenantes. Pour un métier comme le nôtre, nos parties prenantes, elles sont nombreuses. Ce sont les chefs d'entreprise, ce sont les organisations syndicales et les partenaires sociaux avec lesquels nous travaillons en tiers de confiance pour créer des solutions nouvelles qui permettent d'améliorer la vie des salariés dans l'entreprise. Ce sont les collectivités locales qui nous sollicitent énormément pour mettre à leur disposition de nouvelles solutions de paiement affectés qui permettent de mieux orienter, de mieux flécher les fonds publics en direction de l'action sociale, de l'action culturelle, des politiques publiques sportives, etc. On est vraiment dans ces aspects-là. Et je n'oublie pas, bien évidemment, les réseaux qui sont fondamentaux pour que nos produits puissent fonctionner dans la société, que les gens, que les salariés ou les citoyens, parce que la personne est salariée à un moment et citoyen à un autre, et citoyenne à un autre, que les commerçants, le réseau des commerçants, que ce soit les restaurateurs, que ce soit les grandes enseignes, que ce soit tous ceux qui acceptent nos produits, que ce soit les libraires, que tous ces partenaires puissent effectivement trouver dans la promesse qu'on fait en termes de solutions, effectivement, une relation qu'on établit avec eux qui nous permette de pouvoir dire oui, ce que l'on fait en interne, on arrive aussi à le proposer en externe et à faire une liaison dans le rôle d'une entreprise comme la nôtre, d'être une coopérative qui s'engage dans des missions
en faveur de la société et dans le temps long. C'est intéressant de voir que c'est en fait le rôle de la monnaie quelque part. On avait la monnaie métallique, fiduciaire, scripturale, électronique. Cette monnaie qui impacte la vie des gens au cœur de laquelle vous êtes. En fait, de plus en plus, et je crois qu'on s'en est moins aperçu en France, parce que le titre restaurant fait vraiment partie du quotidien des gens. Ceux qui l'ont... Belle innovation française. Oui, tout à fait. Ceux qui l'ont trouvent ça normal, et ceux qui ne l'ont pas trouvent qu'effectivement, c'est pas logique que leur entreprise ne leur donne pas des titres restaurants, parce qu'il y a de la restauration collective, parce qu'il y a d'autres formes de propositions de services dans ce domaine-là. Mais à l'international, ce qui a été incroyable, c'est de s'apercevoir qu'en fait, les pays ont plus considéré cette solution du titre de service comme un moyen d'actionner des politiques publiques efficaces. C'est-à-dire de dire, au lieu de donner de l'argent, ce que je mets à disposition des personnes, c'est des titres qui vont les être chèques culture orientés, en particulier. Les chèques culture, mais les chèques vacances aussi. Bien sûr. Les chèques vacances, nous, on n'a pas le droit d'en faire en France parce qu'il y a une agence nationale, mais dans le monde, les chèques vacances sont extrêmement utilisés pour améliorer la vie des gens, leur permettre d'accéder à un certain nombre de services et permettre aussi à des réseaux, à des réseaux de commerçants de pouvoir effectivement avoir du chiffre d'affaires supplémentaire. Donc d'un côté, on donne du pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat, il est orienté, fléché vers des politiques publiques ou vers des besoins clairement exprimés qui ne peuvent être utilisés que pour ça. Et ça, c'est notre rôle de tiers de confiance, de partenaire financier, parce que je rappelle malgré tout qu'en France, nous sommes quand même sous la tutelle de la Direction du Trésor et de la Banque de France, mais malgré tout, nous, ce qu'on émet, c'est une monnaie affectée qui est orientée vers des besoins identifiés et que nous avons l'obligation d'assurer, dont nous avons l'obligation d'assurer la bonne utilisation. On va te présenter Tom Cruise. Mission Impossible sort dans quelques jours. C'est Mission Impossible qui est devenue possible. Voilà, grâce à tout l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices sociétaires du groupe que tu diriges, Youssef. Aurélie, pour terminer, comment on se projette quand on voit que l'individu fait bouger les entreprises en disant traitez-nous différemment, on n'attend plus la même chose quelle perspective par rapport à ce et moi. En fait, j'ai plutôt envie de revenir sur ce que disait Youssef, sur le fait que l'EBITDA, c'était le temps court. Pour moi, c'est aussi le temps long, en fait. Parce que finalement, un des objectifs que poursuit l'entreprise, c'est que son EBITDA continue à être au rendez-vous, quarter après quarter, pour continuer à parler en bon français, et année après année. Et ça, ça s'appelle la vision stratégique. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Puisque avec toutes les bascules dont on parle, avec le raccourcissement des cycles, avec parfois une pandémie qui va percuter toute la belle planification qu'on avait mise en place, finalement, un des vrais sujets de mon point de vue pour l'entreprise, c'est comment je développe mon agilité, comment je développe ma capacité à réagir et à réorienter mon énergie si je me prends un truc dans la tête que je n'avais pas vu venir. Et j'ai envie de terminer par un plaidoyer pour la mobilité interne et pour le développement des compétences, parce que je porte vraiment très fortement la conviction que c'est en investissant dans ses salariés, dans leur développement, dans le fait de les aider, par gentillesse ou pas, à réaliser leurs aspirations professionnelles, que l'entreprise va se muscler, qu'elle va développer son agilité et qu'elle sera du coup mieux armée pour faire face aux bascules. Merci beaucoup. Alors, après ce qu'a dit Aurélie, je vais demander à Emmanuel de conclure avec peut-être un message au DRH. Et puis aussi, on en a parlé, pas confondre gentillesse et bienveillance, parce que dans toutes les raisons d'être, vous savez, il faut mettre tous les bons adverbes ensemble, résolument. Frédéric ne pose que des bonnes questions. Alors, effectivement, dans toutes les entreprises où j'interviens, on me pose la question pourquoi la gentillesse plutôt que la bienveillance. Je leur dis parce que la bienveillance, elle est verticale. Moi, je suis bienveillant vers mes filles. En prison, un maton, il est bienveillant vers les détenus. Mais c'est pas réciproque, ça marche pas dans l'autre sens. Il n'y a aucun détenu qui est bienveillant envers le maton, ni mes filles envers leur père. Et donc, et ça vous fait rire, c'est dire qu'on vit dans une société qui n'est pas gentille. Alors, la bienveillance, elle est verticale et la gentillesse, elle est horizontale. Ça va démocratiser l'entreprise d'y pratiquer la gentillesse. Ça suppose qu'un salarié puisse rendre service à un grand patron ou à un DRH ou à un manager. C'est ça la morale. Ça veut dire qu'il faut l'écrire, ça aussi. 4 livres, c'est bon. Non, mais il y en aura un 5e, Emmanuel. Alors, toi, tu écris, mais l'écrire peut-être dans la raison d'être, parce que oser
oser la gentillesse en entreprise, oser ce mot déjà, le prononcer. Alors, oser, c'est l'éditeur. Moi, j'ai pas osé. C'est lui qui me l'impose. En fait, le livre est sorti d'abord chez les éditions Bourrin, dont tout le monde se moque parce que plus personne ne le connaît. Il a fait faillite, mais il s'appelait Petite philosophie de l'entreprise. Et donc, il est paru chez First, 2e édition, sous le titre Éloge de la gentillesse en entreprise. Puis, il est passé en poche et c'est l'éditeur qui choisit le titre. Pourquoi oser ? Parce que c'est la mode des osés dans plein de domaines, comme ça a été la mode de l'éloge à un moment donné, depuis Erasme. C'était, Jean-Michel, tu te souviens, c'était Jean-Pierre Elkabbach, Osons, qui avait sorti, voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1994, Osons. Avant de vous laisser la parole, Emmanuel, qu'est-ce qu'on vient de se dire ? C'est peut-être aussi cette noblesse de l'âme, et tu parlais de gentilhomme, de noblesse, Je trouve que c'est très noble au milieu d'un festival de théâtre de réunir des DRH et de faire circuler la pensée pour faire mieux circuler l'entreprise, puisque l'entreprise, c'est le lieu de la circulation. Je vous l'ai dit, c'est le nouveau lieu politique, l'entreprise. L'entreprise Providence, ça avait été une thématique. Voilà, la grande scène de l'entreprise autour de la gentillesse et de nos 3 gentils organisateurs et membres, pour reprendre ce que disait Serge. On peut les applaudir tous les 3. Ah, Najat veut parler et après Denis. Karine va et toi aussi Philippe. Voilà, trois réactions. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas préempter la parole, mais j'ai trouvé cette table ronde absolument passionnante. Et je voulais juste rebondir sur quelque chose. D'abord, j'aime beaucoup l'idée qu'a développée Emmanuel que notre façon de voir l'autre devrait cesser d'être un autre soi-même et clairement assumer que c'est une différence. C'est clairement quelqu'un de différent et finalement peut-être qu'il y aurait de la vertu en effet à apprendre à apprécier la différence. Ce qui fait le lien avec ce que disait tout à l'heure Aurélie sur sa crainte que en ce moment les entreprises, comme elles sont dans une dynamique de séduction à l'égard des candidats, s'ouvrent davantage à de la diversité, mais quid de l'après quand elles se refermeront. Et donc je voulais juste rebondir un instant là-dessus pour compléter en disant que vous savez, moi, il y a quelques mois de cela, j'ai monté une plateforme, alors on dit une espèce de Netflix, mais c'est pas un Netflix, mais une plateforme qui se veut un peu sur ce modèle-là, qui s'appelle Inclusive TV, et dans laquelle on trouve en gros rassemblé un concentré de récits d'inclusion, de diversité à destination notamment des entreprises. Et du coup, je suis en contact avec un certain nombre d'entreprises qui y ont recours. Et ce qu'elles me font remonter, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est qu'elles me disent, en fait, quand on embauche de la dite diversité, en réalité, ça ne suffit pas. Parce que s'il n'y a pas un travail managérial derrière très important pour faire en sorte que cette diversité s'exprime au sein de l'entreprise, et notamment s'agissant de ceux qui vont devenir des leaders, des managers eux-mêmes dans les équipes, eh bien, qu'on voit leur vrai moi, pour le coup, c'est-à-dire leur vraie différence, eh bien, il y a une espèce de biais de conformisme qui s'installe, qui fait que, en fait, ces équipes-là sont censées être hétérogènes, mais elles s'homogénéisent au fil du temps par ce biais de conformisme qui empêche les gens de dire en fait ce qu'ils pensent vraiment. Et à la fin, elles sont peut-être même moins efficaces qu'une équipe qui aurait été complètement homogène. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que je pense que pour que ça s'installe dans la durée, cette histoire de la diversité, il faut aussi qu'en entreprise, on explique bien l'intérêt qu'on trouve à ce que les gens expriment leur irréductible singularité d'une certaine façon. Et c'est une façon aussi d'ouvrir la réflexion sur le fait que quand on dit diversité, on ne parle pas simplement des Noirs, des Arabes, des personnes en situation de handicap, etc. On parle de chacun de nous. Nous sommes tous cette diversité. Vous voyez, il y a une espèce de... On a tronqué le mot de diversité en le faisant passer pour les autres. En fait, on l'est tous. Et si on dit à ceux qui le sont, j'allais dire de façon la plus visible, exprimez votre irréductible singularité parce que c'est ça qui fera la richesse en entreprise, eh bien, on permet aussi à ceux dont cette diversité est moins visible, c'est-à-dire nous tous, aussi de se demander quelle est notre irréductible singularité, quelle est notre plus-value, qu'est-ce qu'on a à apporter. Voilà, c'était juste pour compléter ça, et je pense que c'est en faisant ce travail-là en interne de l'entreprise qu'on installe cet effort de diversité-inclusion dans le temps. Intéressant, avec un beau retour sur investissement pour le coup. Emmanuel. Oui, juste un petit exemple sur l'absence de diversité, c'est le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter nie la diversité. C'est vraiment chiant de mettre un pantalon de...
Donc il faudrait que les fabricants de vêtements, déjà les fabriquent en France, et ensuite respectent la diversité de chacun, que ce soit du sur-mesure plutôt que du prêt-à-porter. Je suis pas sûr en allant voir les. Un coût abordable. Oui, je suis pas sûr qu'en allant voir les soldes, ils nous montrent quelque chose de diversité. Denis et puis Philippe. Et après, on accueille notre ami Christian. Bonjour. Bonjour, Denis Adjedj, Agency Expert. Une question pour Emmanuel. On est au temps des bascules. Vers quoi, dans ce que ta capacité de rendre les choses idéales, vers quoi tu aurais envie que l'être humain il développe ce temps des bascules? C'est une bonne question. Alors, il y a un gros mot dans bascule, et moi, je préfère le même mot Q, mais avec le I derrière. Je pense que l'altruisme, la gentillesse fait monter le QI de tout le monde. Le QI national, le QI entrepreneurial, et ça fait baisser le cul, du coup. C'est-à-dire, Freud disait l'argent, c'est de la merde, c'est scatologique, et donc, du coup, l'entreprise qui va vouloir faire monter le QI va s'éloigner, justement, des excréments. C'est très bon, je suis psy, là. Philippe, ça nous rappelle la naissance de Henri IV, comment il est né en 2 coups de cul hier à Pau. Hein, c'est ça, voilà. Merci. Oui, Philippe Gabillet, professeur à ESCP. Moi, il y a une chose que je trouve formidable dans ce que raconte et ce que nous raconte Emmanuel, c'est que dans le fond, il nous parle de la gentillesse, mais c'est une gentillesse qui, dans le fond, et on va dire qu'un philosophe dirait, elle est neutre axiologiquement. C'est pas le bien, c'est pas le mal, c'est tout ça. Alors, on vit dans un monde, en particulier dans le management, la responsabilité elle est multiple, mais le management est envahi à travers les revues, les magazines, les consultants. Moi, je plaide coupable, j'ai contribué à ça aussi. On est envahi depuis des années par le cucu, la praline. Et ça a été le bonheur à tous les étages, etc. Et ce que je trouve formidable, c'est quand Emmanuel nous dit, attendez, il y a une chose qui est extrêmement simple, c'est pas bien, c'est pas mal. Être gentil, c'est donner à quelqu'un ce qu'il vous demande, c'est lui rendre le service qu'il vous a demandé, etc. Ça veut donc dire qu'on peut être gentil par rapport à des gens qu'on déteste. Mais il faut dire, mais pourquoi être gentil par rapport à des gens qu'on déteste? Mais parce que ce n'est pas le problème. Et on retrouve, à travers le point de vue du philosophe, on retrouve le problème des psychologues sociaux qui, à travers le concept d'échange de valeur et d'utilité, disent à peu près la même chose avec d'autres mots, en disant la meilleure façon pour réussir dans la vie, de toute façon, c'est pour vous, ça sera toujours d'aider ceux dont vous avez besoin à atteindre leurs propres objectifs. Donc, parce que vous allez semer une graine de réciprocité, et si ça se trouve, au fil du temps, sur un malentendu, la graine de réciprocité germera, ça créera une boucle. Souvent, ça créera rien, mais c'est pas grave. On a plus intérêt à être en permanence dans la gentillesse parce que sur un malentendu, on créera tôt ou tard des boucles de réciprocité, soit vis-à-vis de moi, soit si ça se trouve, on fera exemple, ça sera vis-à-vis des autres. Donc je trouve que c'est typiquement un jeu gagnant-gagnant, la gentillesse, et qui n'a rien à voir avec la tyrannie du bien, la bonne conscience, etc. Les bonnes raisons d'être. Hein. Et les bonnes raisons d'être, absolument. Et donc, merci, je dis merci Emmanuel. Ouais, réaction, merci à toi Philippe. Alors je fais une remarque dans mon premier livre qui s'appelle L'éloge de la gentillesse, qui a emmerdé mon premier éditeur qui m'a dit qu'il faut faire une version pop, moins philosophique, moins chiante. C'était le petit éloge qu'a fait lire François Hollande. Et donc, enfin un détail, je reviens sur ce que tu dis, je distingue les morales, les grandes morales, les morales normatives, des morales que j'appelle impressionnantes, de la gentillesse qui nous met à l'accès d'une morale impressionniste, hein, comme le pointillisme dans l'impressionnisme, c'est par petits points, petites touches qu'on fait une œuvre. Et je pense que c'est ça notre société, par petits services qu'on rend à quelqu'un qui nous le demande et vers lequel on ne se retournera pas, ou on ne passera pas notre vie, on rend un service, et on tapisse la société d'un socle d'humanité, d'altruisme, qui nie l'ego. Donc je te remercie de ton intervention. Et ça va dans le bon sens. Marc. Juste dire que ce que dit Emmanuel résonne complètement avec ce qu'a dit le patron de Renault, Jean-Dominique Senard, hier, sur la révolution managériale. Et il a changé complètement la posture du manager, qui est celui qui lève les obstacles qui empêchent son équipe d'atteindre les objectifs et qui est là pour aider les co-élaboratrices et les co-élaborateurs, comme on les appelle chez Newstank. Voilà. Voilà, superbe. Peut-être une dernière réaction parce que là, c'était vraiment... non de toute façon, on va rester tous ensemble. Merci à vous trois, passionnant. Merci à toute la Merci Youssef, Aurélie et Emmanuel.